Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, grande journée biodiversité à Janville, Lardy, Bourret. On a souhaité organiser un événement aussi sur la commune de Janville, un petit peu plus particulier que l'exposition. On voulait faire aussi une conférence. Donc cette conférence sera menée par François Desbordes, qui vient de très loin, puisqu'il vient de la Provence, Saint-Rémy de Provence. Donc il va pouvoir vous faire partager sa passion. Vous allez déjà peut-être découvrir un petit peu les illustrations, tout ce qu'il fait. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Je vais lui laisser vous présenter sa passion et détailler un petit peu son savoir-faire. Il va nous expliquer un peu tout ça. Donc ça va durer à peine une heure. À peine une heure. Ensuite, vous pourrez de nouveau revoir les tableaux et puis discuter un petit peu avec lui. Il y a aussi sur l'autre côté de la salle une fresque climatique portée par Laurent qui est juste derrière, qui pourra aussi vous faire découvrir quelques petits jeux. C'est une sorte de quiz ludique qui pourra aussi être intéressant pour vous. Et puis à Janville, il y a aussi les jardins de la Saint-Symphorine à Gilles-Voisin qui sont aujourd'hui ouverts au public, que vous pouvez aussi aller visiter, c'est très très joli. Et puis sur Lardy, une visite du parc à 16h30 il me semble, de la fresque aussi, des jeux, et à Bourret un jardin citoyen à partir de 9h depuis ce matin, près du centre Renaud. Voilà, il y a les affiches là. Donc merci à tous d'être présents et puis bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler en fait de ma spécialité qui est le dessin naturaliste. Voilà, c'est tout ce que vous voyez autour de vous, c'est fait dans un cadre très précis, très ancien, qui est une représentation de nature assez standardisée et qui sert au monde scientifique depuis le début en fait de la science moderne. Et donc je voulais en quelques images vous retracer un peu l'historique et d'où ça vient et quel est le sens de ce type de travail. Alors je vais commencer par vous montrer en fait les premières représentations d'oiseaux. L'art naturaliste est un art très 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 ancien puisque c'est celui qu'on retrouve dans les grottes. Les hommes sont fascinés par les animaux et les animaux ont une importance pour l'homme depuis des temps immémoriaux. Et donc ici là on retrouve un hibou qui a été gravé avec les doigts de l'artiste de la grotte Chauvet. Voilà. Donc là, ce sont des images extrêmement connues donc de la grotte Chauvet, moins 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et on voit que déjà, les dessinateurs avaient une connaissance absolument fabuleuse des animaux qui les côtoyaient. Mais en même temps, pour faire ça, il fallait qu'ils soient très très bons. C'est-à-dire que c'était vraiment des artistes hors pair. Donc je m'inscris moi dans cette tradition. Je suis né avec ce goût de dessiner les animaux, la fascination des animaux et de le retranscrire par le dessin. Donc c'est sans doute dans les gènes humains depuis assez longtemps. Là, ici, c'est une représentation où on commence c'est donc des images des Égyptiens, où on commence à avoir des représentations animales, mais détaillées. C'est-à-dire où on commence à pouvoir reconnaître les espèces. Les oiseaux ne sont pas forcément symboliques, ils sont vraiment justes, avec des oiseaux qui sont... non, c'est pas ça, c'est... Voilà. Des aigrettes, les ornithologues peuvent reconnaître les espèces. Ici, ça s'appelle des geais terrestres. Il y a dans d'autres images des canards dont on reconnaît les espèces, comme celle-ci, qui est une des planches assez connues. À côté, il y a un illustrateur qui en fait a représenté d'une façon moderne l'espèce qui est ici et qui semblerait soit une espèce éteinte d'une oie. Ici, ça c'est l'oie qui existe, c'est la Bernache à Kourou. Il y aurait donc eu une forme du temps des Égyptiens qui était cet oiseau qui a été représenté très précisément et dont on a l'image ancienne pour montrer le détail. Alors, les Romains, les Grecs ont représenté aussi les animaux, les Romains en particulier, avec des mosaïques très précises.
Et ensuite, au Moyen-Âge, en fait, cet art précis s'est un peu perdu. C'est-à-dire que les gens vivaient dans la nature, voyaient les oiseaux, les connaissaient, mais la qualité des images qu'on a dans les Illuminures, on peut reconnaître, mais c'était pas très juste, alors qu'ils avaient les modèles. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, la précision ne les intéressait pas beaucoup. C'est simplement au moment de la Renaissance que les portraitistes étaient fabuleux, mais que certains peintres ont pu intégrer des oiseaux comme ce faucon, puisqu'ils vivaient avec, ils les voyaient, ils les côtoyaient, et donc Holbein, qui est le peintre de ce portrait, a fait un faucon qui est très précis, qu'on peut reconnaître, qui est un faucon sacre. Voilà, c'est le début en fait de l'illustration, de la peinture qui montre de la nature dans le détail. Ce qui est arrivé donc au moment de la Renaissance, et ça a pris son essor avec les grandes découvertes, et en particulier avec le siècle d'or, donc Louis XIV, Louis XV, puisque c'est le début de la science. Là, c'est une image qui a été faite pour Louis XIV. Ça utilisait des collections, donc des ménageries, et on a commencé à vraiment s'intéresser à représenter la nature d'une façon scientifique. Donc, ça passait ici par l'anatomie, donc c'était l'anatomie comparée, donc sans doute de ces singes ici, là, qu'on peut aussi assez bien reconnaître, qui sont les cercopithèques africains. Voilà. Là, c'était des planches aussi de l'époque de Louis XIV. On reconnaît les espèces, mais les gens, en fait, souvent les artistes, dessinaient d'après des empaillés. Les empaillés étant moyennement bien réalisés, ça donnait des choses un peu bizarres. Voilà. Sans doute, ils avaient des oiseaux en captivité, mais ça devait être dans des toutes petites cages, donc les animaux s'abîmaient très vite. Et pour eux, ça leur suffisait comme précision, mais maintenant, ça fait un peu enfantin comme représentation. Et c'est seulement donc à partir donc, de Louis XIV, Louis XV, la création du Muséum d'histoire naturelle, le début de la science moderne, que des artistes se sont spécialisés dans les oiseaux ou dans la nature, que ça soit botanique, entomologie, et dans toutes les grandes découvertes, ensuite, en particulier dans le monde anglo-saxon, toutes les expéditions étaient toujours accompagnées de dessinateurs. Voilà, qui rapportaient des exemplaires, mais qui dessinaient sur place pour avoir le plus de précision sur des animaux vivants ou fraîchement tués. Là, ici, alors c'est une image un petit peu rigolote parce que cet artiste, donc c'était un peintre des chasses du roi Louis XIV, et il s'appelait Alexandre François Desportes. Donc c'est assez rigolo comme nom, et on retrouve donc des animaux tués à la chasse, dont on reconnaît parfaitement les espèces, donc ça c'est un canard souché, et puis des animaux qu'ils avaient avec eux dans leurs appartements, donc des singes, ici c'est un gris du Gabon, et il y avait une technique absolument fabuleuse, mais pourtant les animaux n'étaient pas encore très réalistes. Ils avaient une façon un peu étrange de les représenter, alors qu'ils étaient capables de faire des pommes ou des portraits d'un réalisme saisissant. C'était pas encore la compréhension de l'animal, parce que les gens les voyaient soit en captivité, soit dans la nature, ils les voyaient que morts. Voilà. Donc ils n'avaient pas notre vision à nous qui est influencée par toutes les photos, par le fait d'utiliser des objets optiques qui permettent de rapprocher de l'animal. Ici, c'est le début en fait, donc c'est le 19e, c'est un dessin d'un artiste, sans doute le dessinateur ornithologique le plus célèbre au monde. Il est américain et français. Donc on peut s'enorgueillir d'avoir en fait donné naissance à... alors, il habitait Saint-Domingue, donc c'était un Nantais, c'était des nobles de Nantes qui avaient des plantations à Saint-Domingue. Cet artiste, c'est Jean-Jacques Audubon, donc il est né en 1785, et il a fait ses études en France, et à 18 ans, il est reparti aux États-Unis pour éviter la conscription napoléonienne. Et là, aux États-Unis, il est le premier à avoir fait
monographie des oiseaux d'Amérique du Nord. Alors, il était à la fois très bon dessinateur et très bon tireur, parce qu'en fait, il tuait tous les oiseaux qu'il dessinait. Donc c'est pour ça que les oiseaux ont vraiment des formes extrêmement étranges. Par contre, les plumes sont parfaitement justes. Ça, c'est un grand héron américain. Alors, il tuait les animaux, il les fixait avec des fils de fer en leur donnant une forme, et ensuite il les dessinait. Donc il a fait une expédition dans toute l'Amérique du Nord, en décrivant à la fois l'oiseau, son milieu, les mâles, les femelles, les jeunes. Voilà, c'est un travail absolument fabuleux. Il y a un exemplaire au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est un format, ça doit faire 70 sur 50, les planches, et c'est parmi les livres les plus chers en ornithologie. Il a fait 450 espèces d'oiseaux américaines, donc il a tout dessiné sur place, puis ensuite il est allé en Angleterre pour trouver un éditeur, parce qu'à l'époque, en fait, c'était dans les années 1820, il fallait en fait passer par la gravure. Donc les dessins originaux étaient reportés, gravés sur une planche, puis on imprimait une centaine d'exemplaires donc en noir et blanc, et toutes les planches, dont celle-ci, étaient peintes à la main. C'est-à-dire qu'il y avait des armées de peintres. Alors il y avait le spécialiste du vert, c'est toutes les branches, tout ce qui était vert, le spécialiste du bleu, voilà. Et ça passait de main en main, ils avaient tous le modèle, et ils peignaient à la chaîne les dessins. Et ensuite, ça faisait des livres qui étaient reliés et qui étaient achetés par tous les nobles. Souvent, ils étaient dédiés à un roi qui le recevait un peu comme cadeau. Et puis, tous les souscripteurs avaient leur nom gravé sur l'édition. Et donc, il y a une centaine d'exemplaires du du livre des oiseaux d'Amérique du Nord. Et à partir de cette époque, en fait, ça a été l'engouement pour les sciences naturelles, pour les voyages. Et donc, je vais vous montrer différents exemples de ces artistes absolument merveilleux qui ont commencé à décrire la nature. Alors, pas seulement les oiseaux, c'était la botanique, tout le règne animal a été décrit comme ça, sous cette forme de grands livres pour les riches, et puis les très riches avaient des collections. Certains avaient tous les faisans qui pouvaient se trouver dans le monde, des perroquets, voilà. Donc, alors, la particularité en fait de ces dessinateurs du XVIIIe siècle, du XIXe, enfin début du XIXe, c'est qu'ils ont représenté des espèces qui ont disparu ensuite. Ici, c'est le grand pingouin, une espèce qui avait en toutes les mers du Nord, enfin en Atlantique Nord, donc Amérique du Nord, en Écosse, en Angleterre, et si vous connaissez les guillemots, pingouins, voilà, qui volent, là c'était l'espèce qui ne volait pas, et donc qui a été décimée extrêmement rapidement, et Audubon l'a représenté, il a dû représenter 5 ou 6 espèces d'Amérique du Nord qui ont disparu. Donc après, on arrive, donc là c'est des... Audubon, c'est un petit peu avant ce que je vais vous montrer, c'est le principe des vélins, c'est-à-dire que les muséums ont commencé à faire des collections avec des dessins de choses qui ne sont pas pérennes. Tout ce qui est fleurs, tout ce qui est botanique, même les animaux ont été représentés, je vais vous en montrer d'autres. Et cette collection a été commencée sous Louis XV au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc le muséum possède à peu près 8000 vélins, dont le plus célèbre des dessinateurs de vélins, c'est une personne qui s'appelle Redouté, un artiste, Pierre-Joseph Redouté, qui était spécialisé dans les fleurs. Voilà. Et il a fait des séries de roses, de tulipes, absolument extraordinaires. Là aussi, c'est un vélin du muséum. Je ne sais pas du tout quelle est la date, mais l'espèce qui est représentée est une espèce éteinte, qui était un zèbre qui vivait en Afrique du Sud. Voilà, donc là aussi un faucon. Bon, la forme n'est pas très réaliste, mais c'est extrêmement précis. Alors un vélin, je vous explique en 2 mots, c'est un parchemin de très très bonne qualité, puisque c'est un veau blanc qui est utilisé, dont on tanne la peau. Donc c'est un support très... à la fois fragile, mais en même temps extrêmement résistant. C'est-à-dire que s'il est mis protégé dans un endroit noir, les couleurs sont absolument intactes. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle des vélins, parce que moi j'ai eu la chance d'en faire un, donc on m'a fourni la peau, et on a l'impression de travailler à l'aquarelle comme sur une toile cirée. Donc il faut prendre un produit, ça s'appelle du fiel de bœuf, qui rend l'aquarelle un peu collante sur le vélin, mais si vous prenez une éponge, vous l'effacez.
Par contre, ça donne l'impression d'avoir une aquarelle qui reste mouillée, c'est-à-dire qui est encore brillante, qui n'est pas rentrée dans la matière. Et c'est pour ça que c'était utilisé, ça donnait des images absolument incroyables, on arrive à une finesse folle, et les couleurs sont formidables. Donc là encore des plantes comme ça représentées. Alors là, ils mettaient un filet doré pour faire un... Mais ces planches servaient à l'enseignement. Donc ça permet de fixer les espèces, c'est-à-dire qu'on avait une image de l'espèce, puisque les espèces botaniques sont mises dans des herbiers, donc à plat, sèches, on ne voit plus rien. Donc ici étaient décrits en fait tous les détails botaniques importants pour reconnaître l'espèce. Voilà, alors je fais une petite aparté, donc en fait je vous décris un peu ce qu'est l'histoire et moi comment je m'inscris dans cette histoire. J'ai eu la chance en fait, très jeune, j'étais amoureux de la nature et les premiers livres que j'ai achetés, donc j'avais 11 ans, un des premiers livres c'était le livre des mammifères d'Afrique de M. Dandelot et Dorst. Dandelot étant l'illustrateur et Dorst, qui était à l'époque le directeur du Muséum d'histoire naturelle, l'auteur. Donc ce livre était un des premiers guides sur ces animaux d'Afrique. Il existait des tas de livres, mais plutôt pour les chasseurs, donc la grande faune. Là étaient représentés des petits animaux que seuls en fait, les scientifiques connaissaient et qui n'étaient donc pas accessibles au grand public. Et par une chance absolument phénoménale, il se trouve que ce monsieur, Pierre Dandelot, était le professeur de dessin du muséum. Donc depuis Louis XV, il y avait une chaire de dessin au muséum, donc botanique et zoologique. Et depuis cette époque-là, il y a des artistes qui sont professeurs, donc qui ont le titre de professeur, et qui donnent des cours publics dans le cadre donc, du muséum. Et donc il y a une longue liste comme ça depuis des temps très anciens, dont des artistes très connus. Et Dandelot, donc quand je l'ai rencontré, c'était un monsieur qui devait avoir à peu près 80 ans. Bon, 75, il paraissait vieux déjà à l'époque. Et il est devenu mon professeur de dessin au muséum. Je me suis pointé, c'était ouvert au public, on y allait le samedi matin, et puis on dessinait aux zoo, et il nous corrigeait, il nous montrait, voilà. Et grâce à lui, en fait, j'ai pu rentrer dans les collections, donc j'avais à peu près, quand je l'ai rencontré, j'avais à peu près 16 ans. Donc c'est le moment où on était en classe ensemble à Paris. Et il m'a fait rentrer en fait dans le muséum, c'est-à-dire dans les collections du muséum, dans toute la structure du muséum. Et donc c'est là que j'ai appris énormément. Et puis comme j'étais tout le temps fourré dans le laboratoire, au début ils ne voulaient pas me prêter des exemplaires, donc ça s'appelle des pots. C'est-à-dire que la plupart des dessins que vous allez voir d'oiseaux, comme les planches qui sont là-bas, ou les planches qui sont dans le petit livre là qui est sur la table, moi j'utilise des pots du muséum. Alors une peau, c'est un animal empaillé, mais qu'on a mis dans une forme allongée. On ne lui met pas d'yeux, donc il a du coton qui lui sort par les yeux, mais c'est comme ça que sont constituées toutes les collections de tous les muséums du monde. Elles sont rangées dans des tiroirs, et les scientifiques les utilisent en fait pour prendre des mesures, pour voir les couleurs, voilà. Et donc au muséum, j'y allais pour dessiner des peaux, parce que comme j'étais extrêmement jeune, ils ne voulaient pas me les prêter. Donc, et j'ai rencontré comme ça tous les gens qui m'ont ensuite permis d'apprendre et de me spécialiser dans ce domaine. Donc j'avais la chance d'être parisien et de pouvoir y accéder par ces gens. Et Pierre Dandelot, en fait, m'a donné, non pas la passion des singes, parce que je l'avais avant, mais lui c'était un spécialiste des singes. Il a fait un énorme travail sur les primates, mais qui n'a jamais vu le jour parce qu'il était professeur et il faisait ça un peu pour son plaisir, et donc ça m'a énormément servi ensuite pour faire le livre sur les singes, pour éviter les erreurs que lui avait faites. C'est-à-dire, il faut trouver un éditeur avant de commencer à faire les planches, et puis il faut faire un projet qui peut aller jusqu'au bout. Lui était parti dans un truc qui est devenu de plus en plus énorme. C'est un sujet tellement vaste qu'il s'est perdu dans les détails. Et donc, grâce à lui et à Jean Dorst, j'ai pu faire un vélin. C'est-à-dire, je suis rentré dans les collections des vélins du muséum. Jean Dorst avait relancé la création de vélins, ça ne s'était pas fait depuis les années 40, et pour augmenter la collection. Et donc, moi, j'ai pu en faire un, le voilà. Donc, il est dans le laboratoire du muséum, dans la grande bibliothèque.
Voilà. C'est un tragopan, c'est donc un gros faisan de l'Himalaya. On revient donc à Audubon et au principe donc de faire des collections d'animaux pour des beaux livres. Et là, ce sont des oiseaux de paradis qui ont été faits par un autre personnage qui s'appelle Gould. Alors, il est très très connu dans le domaine des sciences naturelles. Il a beaucoup travaillé sur la faune australienne et la faune pacifique. Et là, je reviens aussi à ça parce que grâce au muséum et donc à mon vélin, j'ai eu un ami qui m'a fait découvrir un artiste qui s'appelle William Cooper, qui avait fait en fait une version moderne des livres anciens. Il a fait on appelle ça des monographies, c'est-à-dire un livre qui ne traite que d'un seul sujet, donc une seule famille. Et ce monsieur avait fait, alors je reviendrai après, voilà, une monographie sur tous les perroquets du monde. Donc j'ai découvert ça aussi à peu près à la même période, quand j'avais à peu près 16-17 ans. Quand on m'a montré ces livres qui étaient au muséum, donc, qui étaient extrêmement rares, j'ai dit, bon, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Il n'y a rien d'autre que je veux. Et quelques années plus tard, donc, j'ai fait le vélin, j'avais à peu près 25 ans, et j'ai écrit à cet Australien, Cooper, et on a entamé une correspondance qui a duré 25 ans. Et j'ai eu la chance ensuite de faire en fait pour son éditeur un grand perroquet. C'était un projet de représenter des espèces éteintes. Donc là c'était dans les années 89, j'ai pu faire comme ça, j'en ai fait deux, des superbes dessins, là ils sont très très grands, à la gouache, dans le style de cet Australien, William Cooper. Et malheureusement, l'éditeur a fait faillite, les images ont été perdues, ça n'a jamais rien donné. Et il a fallu que j'aille en Australie pour les récupérer. Mais en allant en Australie, j'ai pu passer 4 jours donc, chez ce monsieur Cooper, qui était de la génération de mon père. Et ça a été absolument 4 jours formidables, puisqu'il habitait donc une forêt tropicale, je vais revenir à lui, voilà. Et il a fait des monographies sur les oiseaux de paradis, sur tous les perroquets du monde, et sur un certain nombre de groupes comme ça, extrêmement colorés. Et il avait cette particularité que j'adore, c'est-à-dire de mettre l'animal dans son milieu. C'est-à-dire ne pas seulement représenter un animal figé pour un guide, mais de lui donner une forme un peu vivante, et de l'intégrer à la végétation. Voilà. Avec un effet comme ça de profondeur de champ. Donc ça, c'est vraiment le type d'image que les naturalistes adorent, c'est-à-dire une image où tout est complet. Donc vous verrez sur ce que j'ai fait en Provence, et on est exactement dans ce style-là. Voilà. On intègre en fait tous les éléments qui constituent le milieu et l'animal, et ce sont des images qu'aucune photo ne peut rendre. On ne peut pas le faire en photo. Ça ne fonctionne pas, c'est quand même de l'art, c'est une illustration. Voilà. Donc après ça, ce sont des livres anciens, donc vous voyez ça a un rapport avec les singes. Donc Pierre Dandelot était spécialisé en mammifères d'Afrique. Donc comme c'était un sujet qui m'intéressait mais que moi j'avais l'impression que ce qu'il faisait était indépassable, j'ai cherché un groupe qu'il n'avait pas représenté. Et ce groupe, il s'était jamais intéressé aux lémuriens. Et là aussi, par le plus grand des hasards, il se trouvait qu'au Muséum d'Histoire Naturelle, il y avait un chercheur qui était spécialiste des lémuriens et qui avait un laboratoire pas très loin, en fait, au sud-est de Paris, à Hyères, qui, dans son laboratoire, avait des cages. Et je suis allé le voir et je lui ai demandé si je pouvais dessiner. Il m'a dit pas de problème, tu viens quand tu veux. Donc à ce moment-là, j'allais dessiner, j'étais à l'armée, donc j'avais 22 ans. Et j'ai passé des jours à l'intérieur des cages à dessiner des lémuriens. Alors il avait surtout des petits lémuriens qui étaient des lémuriens nocturnes. C'est-à-dire alors il avait trouvé un principe, c'est-à-dire qu'il les éclairait pendant la journée. Alors il les éclairait pendant la nuit et la journée, il y avait une lumière rouge. C'est-à-dire que là, ils étaient mobiles, ils bougeaient. On pouvait se rendre compte de leur comportement. Parce que quand il fait jour, ces lémuriens dorment. Donc je passais ma journée dans la cage, sous une lumière rouge, à dessiner toutes sortes de lémuriens. Et c'est là qu'est venue vraiment pour moi l'idée d'un jour de faire une monographie, un vrai livre sur les singes. Donc en commençant par les lémuriens. Voilà. Donc c'est une histoire très ancienne qui s'inscrit donc dans une tradition et puis ensuite dans un hasard de vie
qui m'a fait rencontrer différentes personnes pour arriver ensuite à devenir professionnel dans ce domaine et puis ensuite à mener un projet. Donc le livre sur les singes est le plus gros, c'est celui que c'est mon chef-d'œuvre. Je ne pense pas arriver à faire mieux parce qu'en fait il faut un concours de circonstances tout à fait important pour arriver à produire ce genre d'image. Là, c'est une autre personne qui m'a énormément influencé, c'est un peintre américain qui est Luis Agassiz Fuertes, qui lui dessinait aussi, donc on est un peu dans la tradition donc, de ce Audubon, mais c'était beaucoup plus réaliste. Alors lui, il dessinait des animaux, là aussi il les tuait, c'était dans les années 1900. Donc là, ça fait partie d'une série sur une expédition qu'il a fait en Afrique. Et voilà, on voit à quel point là, la compréhension de l'oiseau devient bonne, à quel point c'est à la fois très artistique, mais c'est très juste. C'est-à-dire que l'oiseau paraît vraiment très vivant. Et donc ça, c'est une évolution qui a mis du temps à arriver, parce qu'il fallait que les scientifiques, en tout cas que les artistes, aient un contact beaucoup plus direct avec la nature pour arriver à en percevoir le mouvement, la vie. Là, c'est une autre évolution qui a commencé dans les années 20, c'est-à-dire les premiers guides d'identification. Ici, c'est un Américain qui s'appelle Peterson, qui est l'artiste le plus connu dans ce type de guide. Je crois que c'est celui que tu as, que je t'avais fait acheter quand tu étais jeune. Je t'ai dit, il faut que tu aies un guide des oiseaux. Et donc, c'était la possibilité pour que le grand public ait accès à la connaissance ornithologique. Parce qu'avant, les livres ornithologiques étaient vraiment pour les spécialistes. C'était des descriptions, c'était des planches assez lourdes, complexes. Donc on ne pouvait pas emporter les images sur le terrain. Lui est un peu l'inventeur des planches. Voilà, c'est parmi les premières planches extrêmement simplifiées. Donc on retrouve un petit peu le style égyptien dans ce système. Deux profils. On montre tous les caractères qui permettent de loin de les distinguer les uns des autres. Voilà. Sur un oiseau, un ornithologue va faire attention, par exemple, ici il a le cou qui est blanc, les autres l'ont pas. Là c'est juste un trait, on distingue entre ces deux espèces, là il y a du blanc, là il y a du noir. Voilà. Là sur les oies c'est pareil. Et petit à petit, comme ça, à travers les planches d'identification, on apprend à reconnaître les caractères qu'on peut retrouver dans la nature qui permet d'identifier. Là, c'est un autre travail, c'est un dessinateur de primates qui, lui, a fait un travail sur tous les primates du monde, puisque, comme j'expliquais, moi, dans les primates que je représente, ce sont toutes les familles de primates, mais pas tous les primates du monde. Vous verrez, il y a une planche avec des macaques, alors que ici, c'est une grande partie des macaques d'Asie, vous voyez. Alors, on les représente comme ça, un peu alignés les uns à côté des autres, pour arriver à montrer les différences de couleurs. Donc c'est très standardisé, c'est un peu dessin technique, mais c'est le seul moyen en fait d'arriver à représenter toutes les formes. Donc le scientifique, l'artiste est aussi un scientifique, soit il est aidé par les scientifiques, mais il faut vraiment qu'il ait une compréhension globale du groupe pour arriver à faire percevoir les différences. Voilà. Donc là c'est un artiste moderne. Après, là, je vous montre un autre personnage très important qui s'appelle Lars Jonsson, qui est un artiste suédois dans les années 80. Il a créé un nouveau type de guide, beaucoup plus réaliste. Alors, on arrive là dans une représentation où les artistes utilisent soit la photo, soit la longue vue. Donc là, il est en train de dessiner avec une longue vue. Donc c'est un formidable croqueur d'oiseaux. Donc on regarde à travers un objet optique. Et donc ça nous rapproche de l'animal. Et ça permet, ici, c'est le guide, si vous avez un guide à acheter, qui est le plus intéressant, il est publié chez Nathan, c'est les oiseaux d'Europe. Les oiseaux sont représentés d'une façon assez grande, mais surtout ils sont très très vivants. Voilà, il les fait un peu bouger, c'est très très réaliste. Et là, c'est rigolo, puisque sur le guide, il y a les deux mésanges qui sont représentés ici. Donc, mésange bleu et mésange charbonnière. Voilà. Et puis voilà, maintenant, les guides modernes deviennent de plus en plus précis. On arrive à rentrer dans des détails absolument incroyables qui n'étaient pas accessibles avant, parce qu'on n'arrivait pas bien à distinguer pour des différentes formes d'oiseaux. Il faut presque les avoir en main pour arriver à les distinguer.
Là, grâce à la photo, quelqu'un qui observe cet oiseau et puis qui attend qu'il prenne cette position, par exemple, quand il s'étire, il peut faire une photo et là, il peut avoir tous les détails qui sont invisibles, puisque d'habitude, il a l'œil fermé, ou quand il s'envole, il démarre comme une fusée, on ne peut pas voir les caractères. Donc ça permet en fait d'identifier sans avoir à tuer. Parce qu'avant, c'était comme ça que ça se passait. Soit on tuait, soit on attrapait. Donc on arrivait à reconnaître les espèces entre elles. Et maintenant, la science ornithologique et de façon générale, toutes les sciences naturelles sont beaucoup plus précises et vont beaucoup plus loin dans le détail. Là aussi, c'est un auteur, c'est un dessinateur anglais qui est en train de faire un guide sur les oiseaux d'Amérique du Nord. Voyez, là, c'est très très complet, c'est-à-dire on a le milieu, on a mâle, femelle, des attitudes. Donc avec ça, un ornithologue arrive à reconnaître. Simplement, c'est difficile à utiliser pour un ornithologue débutant, parce qu'il y a tellement d'informations que c'est compliqué. Voilà, donc voilà un type d'illustration de sciences naturelles, avec montrant des plumages, voilà, parce que dans les oiseaux, il y a aussi des mues qui interviennent, c'est-à-dire qu'un oiseau a différentes facettes tout au long de l'année, tout au long de sa vie, en fonction de son âge, de ses mues. Donc c'est compliqué maintenant. Ici, ce sont des illustrations modernes, donc je vous ai mis des exemples pour que vous puissiez un peu comparer par rapport à ce que je fais, et là où l'illustrateur utilise le numérique, c'est-à-dire que c'est entièrement peint à la palette graphique. Il n'y a plus de papier là. Donc, voilà. Toujours pareil, c'est-à-dire des images très très complètes avec des tas d'éléments qui aident à l'identification. Et pour faire ça, les artistes doivent être vraiment très très spécialisés, c'est-à-dire qu'on fait ça toute sa vie, c'est un travail de moine de peindre ce type de guide. Là, c'en est un autre, là c'est le deuxième guide qui existe sur le marché, il est fait par un Irlandais qui s'appelle Mularney. Donc les deux utiles aujourd'hui, c'est Johnson et lui. Et là, il est en train de préparer un nouveau guide où la quantité de détails devient de plus en plus importante. Donc son premier, il a mis 12-15 ans à le faire, et depuis qu'il est sorti, donc dans les années à peu près 90, il est en train de compléter, et là, je ne sais pas quand il aura fini, il y aura le livre, mais vraiment, ça sera très difficile de faire mieux. Voilà. Donc, montrant la totalité des détails, des sous-espèces, voilà, voilà. Après, ça, c'est d'autres types d'illustrations. Donc, c'est un botaniste qui est un petit peu connu maintenant, qui s'appelle Francis Allais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Voilà. Bon, c'est un ami, on se connaît bien. Et donc, ça, c'est une des planches qu'il faisait. Donc là, c'est le dessin plus technique. C'est un dessin où l'information est représentée d'une façon simplifiée. Ici, c'est une coupe d'une forêt, c'est-à-dire une exploration d'une forêt tropicale. Donc avec une équipe, ils ont repéré tous les arbres sur, je ne sais plus, ça fait 20 mètres sur 10. Et ils ont mis, je crois, 15 jours pour arriver à distinguer tout. Où est-ce que ça montait, où est-ce que ça allait, voilà. Et ensuite, il en a fait un dessin qui remontre tout en position. Voilà. Donc ça, c'est un dessin botanique tel que où ce qui compte, ce n'est pas le côté réaliste, mais c'est l'information. Voilà. Ici, c'est un autre type d'image. C'est un artiste du milieu du XXe siècle. Donc voilà. Je l'ai mis pour montrer qu'en fait, tous les domaines scientifiques ont leurs spécialistes, leurs auteurs, leur petit monde. C'est très vaste, les gens qui dessinent des champignons, les gens qui dessinent des insectes, les gens qui dessinent des fossiles. C'est extrêmement important. Là, c'est un autre dessinateur qui dessine des papillons. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire comme rendu. C'est des planches absolument fabuleuses. Et voilà une dernière vision en fait des singes. On peut aussi les représenter d'une façon un peu rigolote. Donc c'est un artiste qui a fait la nature, mais un peu caricaturée. Voilà, donc on a fait le tour. Si maintenant vous avez des questions...